comment tendre vers une production sobre, quels sont les enjeux, quels sont les outils aussi pour y parvenir. Et puis l'audiovisuel responsable, ce n'est pas uniquement la production, c'est aussi comment on diffuse ces contenus et comment on les consomme. Voilà, on va accueillir tout de suite donc, nos intervenants. Laurence Salard va nous rejoindre. Laurence, est-elle arrivée? Oui, elle est arrivée, Laurence Salard, maîtresse de conférences en sciences de la communication. Je ne la vois pas, Laurence Salard. Ah si, pardonnez-moi. Oui. Venez me rejoindre, Laurence, maîtresse de conférences en sciences de la communication, chercheuse à l'IRCAV, l'Institut de recherche sur le cinéma et l'audiovisuel, également à l'Université Sorbonne Nouvelle, avec comme mission la valorisation, innovation et enseignante. Également, vous êtes également enseignante à l'Université de Lille-Fazette. Marie Daniel également va nous rejoindre. Elle arrive, réalisatrice et directrice de l'IFCAM, l'Institut francophone de formation au cinéma animalier de Ménigoutte, situé dans les Deux-Sèvres. Voilà, on n'est pas très loin. Marine Hernandez, bienvenue Marine, viens nous rejoindre, directrice de production et responsable du studio Motion Lab. On va faire connaissance, tiens, mets-toi ici, voilà. On va faire connaissance avec ce studio dans un instant. Et puis également Vincent Courboulet, ingénieur et maître de conférences en informatique à La Rochelle Université et cofondateur de l'Institut du numérique responsable. Merci à vous quatre d'être là. On n'est pas trop à la bourre, donc c'est assez top. Moi, j'aimerais juste faire un petit jeu et je vous lance un défi. En 30 secondes, 1 minute, pour vous, l'audiovisuel responsable, c'est quoi la définition? C'est chaud. Tiens, des micros. Alors, pour reprendre le titre d'un ouvrage important en sociologie et en écologie politique, l'audiovisuel responsable, c'est quand justement on atterrit, voilà. Donc, on produit dans un milieu, avec un milieu, on crée de la vie et pour les vivants. Donc, pour moi, voilà, l'audiovisuel responsable, c'est un audiovisuel, voilà, qui n'est plus colonial, qui ne colonise pas les milieux dans lesquels il va notamment produire, puisque je me suis un peu occupée de cette question. On va y revenir. Donc, c'est atterrir. Marie tient un micro. Eh bien, moi, en effet, c'est des médias, c'est des professionnels de l'audiovisuel qui sont en capacité, au travers de leurs messages, de transmettre ces enjeux, notamment autour de l'écologie, tu viens d'en parler, hein, mais des enjeux d'écologie qui sont très forts aujourd'hui. Et une frontière qui tend à se réduire, mais entre les enjeux de protection des milieux, notamment protection de la biodiversité, qui sont peu identifiés encore. Et donc, voilà, cet enjeu est important et on est là pour en discuter. Et on est là pour en discuter, effectivement. Vincent ? Oui, moi je dirais que c'est un audiovisuel qui est aligné avec les 3 piliers du développement durable, environnemental, social, mais aussi économique. Mais voilà, dans une économie soutenable et pas dans une économie prédatrice, dans une écologie soutenable et pas prédatrice, etc. Donc voilà, finalement, c'est inclure l'audiovisuel dans ce qui aujourd'hui fait consensus, ou un minima, c'est le développement durable et ses 3 piliers. Moi, je dirais que l'audiovisuel responsable, c'est celui qui prendrait la mesure des contraintes, qui s'en limiterait pas, mais qui ferait un enjeu de dépassement de ces contraintes pour poursuivre des valeurs et des ambitions. Et ça serait aussi un audiovisuel qui n'est pas enfermé sur lui-même et son propre secteur, mais qui est en capacité de pouvoir considérer qu'il a une place dans la société, qu'il est en connexion et que la création est quelque chose qui émerge du vivant et qui n'est pas simplement les droits d'auteur. En fait, imagine qu'on a une idée, que le créateur est seul et qu'on va pouvoir dérouler l'idée de la création avec des contextes opérationnels. Et en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui est plutôt connecté avec le vivant. Eh ben, on va en parler justement, voilà, d'être connecté avec le vivant et comment cet audiovisuel peut être connecté avec le vivant. Laurence, alors, vous avez coordonné une étude sur l'impact de l'écoproduction dans le cinéma et l'audiovisuel. Déjà, on aimerait bien savoir un petit peu, connaître le contexte de cette étude et puis les objectifs. Alors le contexte, donc, c'est le Black Friday, donc aujourd'hui, donc le contexte c'est la crise écologique, voilà, qui suppose désormais tout un cadrage au plan international, mais également au plan national, avec le plan Action Climat, au plan national, et sectoriellement, donc, le plan Action du CNC, qui est le guichet des producteurs. Le secteur audiovisuel, d'après une étude d'EcoProd, qui est une association avec laquelle on va travailler, dont je vais parler dans 5 secondes, dans un rapport de 2020, le secteur audiovisuel
émet environ 1,7 million de tonnes de CO2 concernant donc son empreinte carbone. Et donc il est temps d'abaisser cette empreinte, de faire atterrir les productions. Et donc le CNC a mis en place depuis janvier 2024, c'est maintenant dans le code du cinéma, une éco-conditionnalité des aides. Pour l'instant, il faut remettre un bilan carbone effectif, prévisionnel et effectif. L'éco-conditionnalité, elle se limite pour l'instant à cette obligation de dépôt d'un bilan carbone. Mais certains acteurs professionnels ont voulu aller plus loin. Et c'est une association interprofessionnelle qui émane à la fois de la Commission supérieure des techniciens, mais il y a aussi des groupes médias, des chaînes, des producteurs, etc., qui se sont associés depuis 10 ans et qui ont créé donc cette association, ce collectif de professionnels engagés justement dans l'abaissement de leur empreinte environnementale. Et donc, ces professionnels, cette association EcoProd a voulu aller un peu plus loin et passer par une labellisation en fait, des productions sobres. Voilà, donc un peu de récompenser, cette culture de la récompense, de labelliser des productions sobres. Donc ils ont mis au point un référentiel de 80 actions. Et si on obtient un bon score, donc plus de 65% à ces 80 actions qui correspondent à tous les départements techniques, qui vont du bureau de production jusqu'à la post-prod, en passant par maquillage, coiffure, costume, décor, enfin la régie aussi, tout ce qui comporte une production, eh bien, on obtient une labellisation qui est confirmée par un audit AFNOR. Donc, il y avait tout un tuilage EcoProd, AFNOR, et c'est l'ADEME qui a aussi financé cette expérimentation. Et ils ont souhaité, dans une phase exploratoire, puisque maintenant c'est janvier 2024, donc on a cette réglementation, ils ont voulu justement tester le référentiel auprès des professionnels. Donc nous, on est intervenu avec Laurent Creton de l'IRCAV, mon collègue qui est professeur d'économie, mais aussi Nathan Benkemoun, qui est spécialiste en sciences de gestion et en redirection écologique à l'école Business School de Clermont-Ferrand, et José Alloy, qui est physicien, et donc qui est professeur et spécialiste de la soutenabilité à Paris-Cité, plus EcoProd. Donc on a travaillé ensemble à justement tester ce référentiel avec des retours des professionnels. Et donc, on a enquêté auprès de 48 volontaires, productions volontaires. Donc, composé en grande partie de fiction, mais aussi des documentaires, du flux télé, de la publicité. Et on a donc, pendant une année, de avril 23 à avril 24, on s'est entretenu avec ces professionnels sur les actions qu'ils mettaient en place, comment ça s'organisait, qu'est-ce qu'ils ressentaient sur les tournages, en tant que justement chargé de cette démarche d'éco-production. Donc c'était soit des éco-référents, soit des directeurs de production, soit des régisseurs qui en plus étaient responsables de cette démarche au sein du tournage. Donc l'organisation, donc la partie socio-organisationnelle. Ensuite, on s'est intéressé à la partie socio-économique, c'est-à-dire quel était finalement le budget qui était à mettre en place pour une démarche d'éco-production. Donc c'est 0 en fait, voilà. Quand on l'anticipe et qu'on budgète le fait de ne pas écocider, donc quand on pense que la nature n'est pas cheap et qu'on peut en faire ce qu'on veut, ça coûte rien, hein, mais parce que quand on l'impacte, ça coûte beaucoup plus en fait. On est en train de s'en rendre compte. Donc, et aussi, quels étaient finalement les postes sur lesquels on pouvait, comme dit José Alloy, intervenir dès maintenant pour entamer un processus de soutenabilité faible. Donc, notamment autour de la mobilité, c'est 30% des empreintes hein, sur une production. La mobilité, les décors, donc ça c'est 20%, enfin décors, costumes, maquillage, etc., plus 8% l'alimentation. Et donc, quels sont finalement vraiment les leviers d'action sur lesquels on peut vraiment agir à présent parce qu'on a la main en fait, on a une prise sur ces différents leviers. Là où on a moins la main, et là où ça impacte le plus, c'est quand même la mobilité, parce qu'on est dépendant d'infrastructures, parce que dans le vivant, il n'y a pas que des petits oiseaux, il y a aussi beaucoup d'infrastructures et de technologies. Et donc voilà, donc là c'était plus compliqué, mais il y a des regroupements, tout simplement un peu de bon sens, hein, des équipes et des lieux de tournage. Il y a l'idée de moins utiliser de groupes électrogènes, d'essayer de trouver des camions régie décarbonés, mais le problème c'est que c'est pas parce que décarboné que ça ne demande pas de la ressource et que ça ne suppose pas de l'extractivisme, donc on n'a pas vraiment une solution complètement magique hein, que de décarboner
la mobilité. Donc la mobilité, c'était difficile d'intervenir, mais en revanche, l'alimentation, c'était l'action la plus simplement mise en place, parce qu'il y a quand même une grosse empreinte de l'alimentation, notamment avec l'agro-business. Et donc là, végétalisation, circuit court, et donc là, c'est vraiment l'atterrissage. On va travailler avec les producteurs locaux, on organise une cyclabilité de toute la chaîne alimentaire d'un tournage, que ce sont des métiers où on mange toute la journée. Un tournage, on peut tourner matin, midi, soir et nuit, et donc il y a toujours une table de régie. Donc là, on peut aussi végétaliser cette table de régie, végétaliser la cantine, et donc là, c'était vraiment l'action la plus simple à réaliser, et ça a quand même une empreinte, parce que l'alimentation, ça pèse beaucoup aussi sur les empreintes nationales, voilà. Comment était, sur cette étude, on l'a bien compris, vous avez mené des entretiens. Racontez-nous un petit peu justement, voilà, la perception lorsque vous avez rencontré ces acteurs de l'audiovisuel, comment ils perçoivent. Est-ce que finalement, lorsqu'on parle de Noma AFNOR, on va y revenir, ou d'outils d'évaluation, on va en parler dans un instant, ils le perçoivent comment? Comme une contrainte ou au contraire comme une aide? Alors, nous, on est sur un corpus de volontaires, d'expérimentateurs. Donc, ce qui était intéressant, c'est que finalement, on a plutôt enquêté sur une enquête, puisqu'on a accompagné une démarche purement expérimentale, volontariste, de professionnels qui, d'année en année, ont pris conscience du gâchis énorme qu'il existe dans une production en termes de matérialité. Et donc, on avait plutôt affaire justement à des personnes conscientes, volontaires, volontaristes, et qui avaient ce goût de l'enquête, en fait, c'est-à-dire comment sourcer des productions, trouver des façons de faire pour aller moins utiliser Amazon pour commander des vêtements, donc faire du sourcing aussi dans les friperies. Enfin, voilà. Donc il y avait cette idée que ça renouvelait les pratiques professionnelles, les routines, et qu'il y avait aussi un plaisir à finalement de nouveau se poser des questions sur un peu ces routines professionnelles. Donc on a accompagné plutôt une démarche d'enquête. Elle était compliquée également parfois à accomplir juste au bout, cette expérimentation, parce que justement, on a observé des asymétries d'éco-responsabilité au sein des productions. Les équipes techniques peuvent être mobilisables et engagées justement s'il y a une éco-référence qui est mobilisatrice. En revanche, côté équipe artistique, c'est pas forcément à l'unisson, puisque le CNC, c'est le guichet des producteurs. Donc on n'a pas vraiment la main sur tout ce qui est notamment contrat avec les agents d'artistes, de stars, etc. Donc parfois l'équipe artistique n'était pas toujours au diapason de cette décovoiturage, du fait de finalement de manger ensemble des bons plats véganes, etc. Bon, on a observé pas mal d'asymétries qui nous ont été fait remonter, et on a observé également que une démarche d'éco-production, sont des rapports sociaux qui reconduisent en partie donc les hiérarchies structurelles du milieu. Donc équipe artistique, équipe technique sont pas toujours logées à la même enseigne, et qui souhaitent ne pas vraiment être logées, de continuer à ne pas être logées à la même enseigne. Et puis ce sont aussi des rapports sociaux de genre, et on a été beaucoup aussi informés de violences symboliques, mais de genre, puisque une partie des éco-référents, ce sont des jeunes intermittentes qui vont l'incarner. Donc d'une part intermittence, d'autre part ce sont des jeunes femmes, et là on a tous les stéréotypes de genre qui vont peser, de l'agisme, on sait fais pas ta féminazie, tu nous fais ta Greta, qui sont revenus souvent comme des violences symboliques, qui donc amènent des sentiments à la fois de découragement mais malgré tout d'engagement, et c'est cette double affectation, ces doubles affects qui nous ont été aussi souvent été remontés. Donc on avait des entraînements de 2h30 sur toutes les actions mises en place. Donc c'était aussi des moments où l'enquête par des sociologues est aussi un moment où on écoute et on se confie à d'autres. On se confie à d'autres qui ne sont pas les collègues ou les professionnels. Donc on a eu beaucoup de remontées sur ces questions de violence de genre symbolique. Donc on a bien affaire à des rapports sociaux de production qui sont là aussi en place dans ces démarches d'éco-production. Il y a évidemment cette étude. Voilà, ce matériau aujourd'hui, parce que c'est un véritable matériel que vous pouvez utiliser. Et demain, quels sont les défis? Qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça? Alors, avec notamment José Alloy, il y a eu cette proposition comme outil d'évaluation
de la démarche d'éco-production. Aux côtés de la calculette carbone, de prendre des balances, voilà. Et donc ça, c'est un outil assez simple. C'est-à-dire, un tournage, ça pèse énormément, c'est beaucoup de matérialité, donc c'est de l'alimentation, des décors, des vêtements, voilà. Et donc, il y avait cette idée que l'un des défis, c'est notamment de complémenter en termes de mesures et de métriques, de complémenter l'indicateur carbone qui est parfois un peu immatérialisant, parce que c'est des équivalents CO2, de le complémenter par un indicateur matière, c'est-à-dire combien pèse un tournage, et de pouvoir calculer au fur et à mesure justement des investissements si on a un abaissement de cette matérialité, puisque comme je vous l'ai dit, c'est à la fois tout ce qui est alimentation, décor, costume, plus mobilité qui pèse en principal poste d'empreinte. Donc il y a ce défi un peu des métriques. Et puis ensuite, la conditionnalité, elle intervient cette année. Donc nous, on a aussi ce travail maintenant sur aussi les données carbone, de regarder ce qui s'est accompli pendant une année, puisque EcoProd, j'ai oublié de le dire, donc, est l'un de ceux dont la calculette carbone a été homologuée par le CNC. Donc ce qu'on veut donc établir un bilan carbone, c'est soit la calculette EcoProd, Carbon Clap, soit la calculette de Sequoia, dont je me souviens plus. Il y en a trois, c'est ça, Sequoia, Carbon Clap et Carbon Stage. Voilà. Et donc ça, ce sont aussi des données qui sont précieuses, donc qui sont plus quantitatives. Donc aujourd'hui, il faut analyser toutes ces données. Voilà, il y a un gros jeu de données à analyser, mais toujours à complémenter par des entretiens qualitatifs sur comment finalement cette démarche d'éco-production, elle infuse en fait dans la culture professionnelle du milieu, puisqu'on voit bien qu'on a des pionniers qui ne sont pas toujours bien forcément accueillis, ou aussi, il y a aussi des tournages qui s'accomplissent de façon tout à fait mobilisée, etc. Mais il y a aussi une culture professionnelle à revisiter, à expérimenter, comme dit notre collègue José Alloy. De toute façon, pour la soutenabilité forte, il faut expérimenter la soutenabilité faible, et il n'y a pas de solution toute faite, puisque si on veut faire atterrir les productions, les solutions, elles vont être situées en fonction justement du type de production et des acteurs qui sont mobilisés pour cette production. Donc on aura toujours, à chaque fois, on aura des solutions qui sont quasi uniques. Donc c'est à chaque production d'expérimenter et trouver ses propres méthodes et ses propres réponses. Alors on le comprend bien, aujourd'hui on peut mesurer l'empreinte carbone d'un tournage audiovisuel, mais qu'en est-il de l'impact sur la biodiversité? On va donner justement la parole à Marie. L'IFCAM avec Audience et justement EcoProd donc a participé à l'élaboration d'un guide tournage en milieu naturel. Ce guide a été publié en 2023, on va en parler dans un instant, mais juste pour bien comprendre, présentez-nous en quelques mots l'IFCAM, parce qu'on va bien comprendre ensuite le lien avec la biodiversité. Merci. Donc l'IFCAM, c'est l'Institut francophone de formation au cinéma animalier. Donc c'est une école assez unique en France, puisqu'elle forme vraiment au métier du documentaire animalier et de façon connexe de la photographie. Alors ça semble être une niche, mais en même temps c'est un genre qui est très présent sur les chaînes nationales et les chaînes du câble. Et donc ça donne quand même une responsabilité à cette école qui est porte-parole de tout ce milieu professionnel, cette niche professionnelle, sur les enjeux qui nous occupent, nous, de façon très concrète, la biodiversité. Et donc, on a une école qui est née il y a 20 ans, dans les Deux-Sèvres, qui est une école... À Ménigoutte, voilà, qui est portée... ça aussi, c'est un cas très particulier par une territoriale, puisque c'est le département des Deux-Sèvres qui est propriétaire de l'école. Et nous collaborons avec La Rochelle Université pour apporter une dimension diplômante à notre formation phare, qui est celle dont je peux parler un petit peu, qui est un diplôme de niveau master à la réalisation de films documentaires animaliers, nature et environnement. Et donc cette école, elle est née il y a 20 ans dans le sillage du Festival du film ornithologique de Ménigoutte, qui assure à l'école une tradition de rencontre entre des professionnels de l'image et des protecteurs de l'environnement. Donc on est en contact de façon très étroite avec des naturalistes, des écologues qui apportent aussi une dimension de conscience de notre rôle dans la pratique, dans ce que l'on va dire dans nos films, mais aussi dans la façon dont on va les réaliser. En 2020,
Donc pour transiter sur le guide, en 2020, EcoProd est venu nous rencontrer, nous a sollicité par le biais de la LPO pour échanger avec nous sur la question des pratiques de tournage en milieu naturel. Puisque beaucoup de productions de cinéma, de fiction, de publicité aussi et d'audiovisuel sont amenées à tourner dans des décors naturels. Alors je dis décors bon escient, on n'est pas finalement sur des décors, mais bien sur des milieux vivants. Et nous, on a une expertise et un savoir-faire accumulé avec ces 20 ans d'échanges avec des professionnels de l'image, des réalisateurs, des réalisatrices de documentaires animaliers. Et donc, on a un savoir-faire sur des très petites équipes, puisque le documentaire animalier, c'est souvent 3 personnes maximum sur un tournage, ou 4 peut-être. Néanmoins, notre savoir-faire, c'est d'entrer dans des milieux naturels et contacter la faune sauvage sans la déranger pour pouvoir tourner des images. Et donc, grosso modo, ce que l'on avait à apporter au secteur de la fiction et de l'audiovisuel plus largement, c'est cette connaissance de ce qui nous entoure et de l'impact que l'on va avoir, quelle que soit l'échelle de tournage, d'équipe, de l'impact que l'on va avoir sur le milieu dans lequel on pénètre lorsqu'on tourne dans des milieux, ces milieux qui soient protégés ou pas. Parce que quand c'est des milieux protégés, quand ce sont des milieux protégés, les équipes vont avoir contact avec des gestionnaires d'espaces naturels. Lorsque les milieux ne sont pas protégés, ils sont quand même sous la propriété toujours, soit de collectivités, soit de propriétaires privés. Et donc EcoProd était intéressé et audience était intéressé pour mener un travail d'investigation et de réflexion autour de la prise en compte de la biodiversité dans la production. Et ça fait suite à ce que Laurence vient de présenter, c'est-à-dire des enjeux de carbone et de matérialité bien identifiés aujourd'hui, sur lequel le milieu de la production avance et est amené à avancer parce que la question des éco-conditionnalités est en train d'apparaître. Et l'enjeu biodiversité, lui, est pour à peu près, je dirais, un angle mort. En tout cas, un impensé. Il y a une absence. Très difficile. Il y a une absence. Oui, et c'est lié au fait que c'est très compliqué d'avoir une vision concrète des risques et de l'impact. Alors, tout l'enjeu était avant d'arriver à mesurer l'impact d'une production sur la biodiversité, l'enjeu était de comprendre déjà qu'est-ce que c'est la biodiversité et de quoi on parle et comment est-ce qu'on peut réduire à minima les risques. Voilà. Et donc, on a sorti en 2023 un guide que je vous présente. Alors ça, c'est un format papier. Il y a 200 exemplaires qui sont sortis. La véritable utilisation de ce guide, elle est plutôt en PDF téléchargeable sur Internet, gratuitement, sur le site d'EcoProd, sur le site d'Audience et aussi sur le site de l'IFCAM. Et ce guide, il a été réalisé en un an par deux co-rédacteurs principaux, Marina Idiari chez Audience, qui s'occupe de la prévoyance santé des professionnels du spectacle, mais qui a une mission sur la biodiversité, et Jérôme Lombard, que j'ai associé à cette démarche parce que c'est un ancien étudiant de l'IFCAM, mais c'est aussi quelqu'un qui était écologue avant d'entrer de l'IFCAM, et qui donc a cette double casquette de professionnel de l'environnement et en même temps de professionnel. Il n'est pas professionnel du cinéma, mais en tout cas, il connaît bien les enjeux de production. Et donc, ce qui était intéressant, c'est autour de ces deux rédacteurs principaux, de demander la contribution de plusieurs personnalités pour construire un premier guide autour de la biodiversité et de la prise en compte de la biodiversité. Voilà. Et ce guide, donc, identifie 10 potentiels risques directs à prendre en compte lors des tournages audiovisuels, c'est ça, en fait? C'est ça. Quels sont ces 10 risques? Alors, ce guide, il traite en effet de 10 risques. On peut noter la pollution sonore, la pollution générée par l'humain, les odeurs, la question du piétinement, la pollution de l'air, la pollution lumineuse, qui pour les espèces est vraiment un impact fort, les éléments toxiques, tout ce qui est utilisé dans les décors, par exemple la neige artificielle,
Et en fait, de façon beaucoup plus sournoise, je dirais, la transmission de maladies, l'introduction d'espèces invasives dans les milieux, et enfin, les rapprochements qui existent parfois entre des équipes de tournage et des animaux. Et enfin, la question des survols, les drones, les hélicoptères, bon, ça, on a vraiment une vision claire de l'impact que ça peut avoir. Et en dernier lieu, la surfréquentation des milieux. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on est là sur un risque indirect et très intéressant parce que, pour le coup, inenvisagé. Alors, la question des retombées indirectes d'un tournage, il est très bien envisagé sur le côté de l'économie. On sait que un tournage va avoir des retombées économiques. Il va avoir des retombées de fréquentation. C'est-à-dire que un influenceur, un tournage, une série télé dans un milieu naturel va amener des gens, et c'est très, très normal, amener des gens à vouloir découvrir ces milieux. Et on a le cas, nous, dans la niche audiovisuelle, des photographes animaliers qui postent des clichés dans un endroit, dans une zone naturelle. La photographie d'une espèce, d'un oiseau, va amener, dans les 3 semaines, mois, l'année qui suit, plus de fréquentation. Et donc, il y avait vraiment une interrogation à avoir au niveau de la préparation de tournage, à savoir comment est-ce que l'on donne à comprendre les lieux, c'est-à-dire est-ce qu'on donne la géolocalisation des lieux, est-ce qu'on l'enlève des reportages, des sujets. Alors en film et fiction ça existe moins, mais dans le documentaire animalier par exemple, ou dans le documentaire on va dire découverte, ça c'est un enjeu très fort. Voilà, donc ça c'était pour la question de la surfréquentation. Et ce guide donc qui est très pratique, c'est ces 10 risques qui sont identifiés, sont contrebalancés par des alternatives. Donc on propose quelques leviers d'action pour limiter ces impacts sur le piétinement. Ça veut dire peut-être au lieu de dévaster une prairie entière, c'est de dresser des chemins, d'identifier des chemins sur lesquels les équipes de tournage peuvent se déplacer, de façon à limiter l'impact sur le piétinement des espèces aussi, de la faune, la flore et du sol. Voilà. Et je précise simplement que ce guide a une première partie, et cette première partie vise à informer les régisseurs, les producteurs, enfin toute l'équipe de production d'un film des enjeux, c'est-à-dire revenir sur la base un peu, c'est qu'est-ce que la biodiversité, qu'est-ce que ça veut dire, parce que ce mot on l'entend toujours, mais finalement qu'est-ce qu'il traduit de la réalité d'espèces sauvages qui vivent et qui vivent en dynamique dans un milieu, et comment en fait le secteur de l'audiovisuel impacte directement ou indirectement. Donc voilà, il y a une partie aussi un peu entre guillemets pédagogique dans le guide. On a vu avec Laurence, il y a aujourd'hui des outils pour mesurer l'empreinte carbone d'un tournage. Est-ce qu'on peut imaginer demain des outils qui mesuraient l'impact sur la biodiversité? Est-ce que ça c'est envisageable? Alors ça c'est assez compliqué parce qu'on mesurait. Alors si je peux donner une image pour permettre de comprendre l'enjeu. Par exemple, il y a beaucoup de secteurs des métiers qui aujourd'hui sont déjà en devoir de mesurer l'impact qu'ils vont avoir sur la biodiversité. Typiquement, lorsque Vinci construit une autoroute, lorsqu'un bâtiment est érigé sur une zone naturelle, on appelle une étude d'impact, une étude qui va viser à anticiper les dégâts sur la biodiversité. C'est des études qui sont coûteuses et qui, au-delà du coût, impose une étude sur du long terme. Parce que souvent, il faut au moins 1 an pour pouvoir observer la faune et la flore en développement. Ça coûte beaucoup d'argent et donc l'industrie, évidemment, est soumise à ce type d'études. Beaucoup d'autres secteurs. Le cinéma, pas du tout. Parce qu'en fait, la production d'un film dans un milieu naturel, ça va peut-être 4 jours de tournage. Et donc, on imagine la complexité de devoir mener ce type d'études en amont. Et la Caisse des dépôts et consignations essaie d'imaginer ce que pourrait être un calculateur de biodiversité, mais c'est franchement pas évident. On imagine la difficulté. En fait, ça a été fait sur le carbone, avec les limites que tu citais, hein, Laurence. Sur la biodiversité, on a face à ces problématiques, mais je dirais de façon plus lente. Alors, ceci dit, on sait le faire, puisque, comme je le disais, les études d'impact existent depuis très longtemps. Les écologues, les naturalistes, les associations, les bureaux d'études savent le faire. La question est de savoir comment l'adapter
a des impacts qui sont beaucoup plus faibles, puisqu'il ne s'agit pas là de détruire un milieu, mais simplement de l'envahir, enfin de l'impacter. Et donc voilà, ça c'est un travail qui reste à faire. Merci Marie. On reviendra si vous avez des questions évidemment tout à l'heure. Marie et Laurence pourront répondre à ces questions. On va donner la parole à Marine qui est juste à mes côtés. Marine, juste peut-être une réaction sur ce que vous avez entendu parce que c'est intéressant. Là, on a des chercheurs, qui ont des études, qui ont présenté. Vous qui êtes productrice, qui êtes pro dans l'audiovisuel, quelle réaction ça amène ? En fait, plein de réactions. Il s'avère que, par ailleurs, je suis aussi au bureau de la plateforme, qui est l'association des professionnels de l'audiovisuel dans la région des Pays de la Loire, et qu'on a organisé l'année dernière à l'occasion d'un festival qui permet de rassembler un certain nombre de professionnels, un petit écosystème, une table ronde sur cinéma audiovisuel et écologie, avec le CNC qui est venu présenter effectivement le plan action et la montée progressive sur les enjeux d'éco-conditionnalité. Et partant de là, questionner toute la chaîne de valeur et les nouveaux métiers, les nouveaux acteurs. Tu parlais de les éco-référentes, cette question effectivement de la sociologie sur les tournages et de la situation dans laquelle ces personnes qui sont là pour pas contrôler la façon dont le travail est fait, mais finalement poser une nouvelle question qui est celle de cette comptabilité verte qui vient questionner tout l'équilibre du projet, qui est reçu de façon difficile, mais aussi de nouveaux acteurs comme, tu parlais de Sequoia, des agents ou le bureau d'accueil de tournage qui a fait un très gros travail aussi dans la région des Pays de la Loire ici pour essayer justement d'amener de l'intelligence collective, de réfléchir un peu différemment et des engagements assez profonds de producteurs qui ont envie de bien faire. Souvent, on confronte un logiciel d'évaluation qui est dans les métriques est assez froid, avec une convocation du bon sens au quotidien et une envie de. Et finalement, entre les deux, des choses qui sont parfois compliquées à envisager. Donc je pense qu'il y a vraiment un besoin de former et d'accompagner les personnes, les métiers, à la fois sur de nouvelles compétences qui amèneraient de l'attractivité, parce que tourner de façon sobre, c'est tourner sur le territoire, avec le territoire, et que quand il y a des tournages, on parle de films de fiction, là beaucoup, toi tu parlais de documentaires, mais de l'accueil de tournage de séries par exemple, qui serait une très bonne option, parce qu'on en parlait sur les retombées économiques, la région des Pays de la Loire a très envie d'attirer des séries pour qu'elles tournent ici, eh bien ce qui se passe, c'est que les ressources du territoire ne sont pas forcément toutes valorisées, que ce soit pour des décors, que ce soit pour de la scéno, des décors, des costumes, des lieux de tournage, des ressources avoisinantes. Donc c'est déjà une très bonne connaissance du territoire, de ses ressources, de la façon de les valoriser. Tourner local, c'est déjà tourner responsable. Et pour ça, il faut faire du lien entre les secteurs. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est plus travailler tout seul, mais aussi être en lien. La ressourcerie culturelle a notamment commencé à travailler avec le bureau d'accueil de tournage. Et nous, à l'échelle du projet qu'on a envie de monter, c'est aussi ça, beaucoup connaître, valoriser les ressources du territoire pour pouvoir les amener utilement dans un lien entre l'économie circulaire en fait et les industries culturelles et créatives. Et pour ça, il faut former. Je revenais sur les métiers, les éco-référents, c'est une fonction qui existe sur les tournages, mais la convention collective la valorise pas. Personne n'est payé pour être éco-référent. Donc effectivement, en fait, c'est entre la stagiaire et l'intermittente, et en fait, en vrai, on comprend pourquoi c'est une difficulté. Donc c'est vraiment réorganiser aussi toute la sociologie des tournages. Je pense que tout le monde a envie de bien faire, mais ça coûte plus cher. C'est beaucoup de coûts qui augmentent, c'est beaucoup plus de préparation aussi. En fait, ça coûte plus cher. C'est-à-dire, tout est... Laurence, avec le micro, s'il vous plaît. Oui, non, mais nous, on a travaillé aussi sur des données, les devis, en fait. Oui. Et donc, il y a entre 0 et 1%, et les surcoûts, c'est quand on n'a pas du tout anticipé, quoi. Exactement, c'est ça. C'est que plus tu prépares, plus tu as la possibilité de produire de façon sobre. Et c'est toujours cette partie-là qui existe peu, mal, pas. En production audiovisuelle, on a du mal à vraiment considérer que la préparation permet déjà de pouvoir faire en sorte que chacun sache ce qu'il a à faire. On perd pas de temps de coordination. Donc là, déjà, c'est du gain d'argent, d'efficience, c'est vrai, de lien avec le territoire. Et puis, en fait, on peut à la fois exécuter et on évite les mauvaises nouvelles du dernier moment, qui c'est... On va commander sur Amazon, on va chez Leroy Merlin, et puis en fait, on sait pas comment gérer les décors qu'on a achetés. Ouais. Et donc je pense que sur la partie formation, vraiment, ces nouveaux métiers, ces nouvelles manières de faire, et en partant du territoire, il y a beaucoup à faire, et que beaucoup de jeunes ne supportent plus de travailler dans les conditions qu'on a exposées, avec des dissonances cognitives qui sont énormes et qui sont très très difficiles à gérer. Donc on a beaucoup de souffrance au travail aussi, qui se révèlent régulièrement sur ces
question-là. Et donc tout le monde a envie, à son endroit, de pouvoir participer favorablement de cette grande révolution. Je dis révolution parce que côté CNC, tout a changé dans l'audiovisuel à partir du moment où le CNC a dit plan action. En fait, avant, il n'y avait aucune réflexion là-dessus, c'est vrai, c'est patent. Et dans le spectacle vivant, dans l'événementiel, il y avait déjà plein de choses en termes de réflexion sur la sobriété pour aller vite. Et dans l'audiovisuel, rien du tout. Et d'un seul coup, c'est une éco-conditionnalité progressive, mais ça a fait un déclenchement. Et quand on voit ce qui s'est passé côté violence sexiste et sexuelle, quand il a été nécessaire de faire une formation au CNC pour pouvoir demander une subvention, parce que c'est le cas maintenant sur l'éco, en fait, ça a déjà commencé à tout changer parce que les personnes ont parlé et tout le monde a envie de travailler différemment. Donc là, c'est à nous... je dirais structure intermédiaire, d'essayer de porter les efforts pour que, voilà, sur le plan notamment de la formation professionnelle, on arrive à aller plus loin et de façon plus efficiente sur ce secteur. Travailler différemment, justement, c'est ce que tu proposes au Motion Lab. Présente-nous en quelques mots donc la structure. Alors le Motion Lab, c'est une association qui est née en septembre 2022 et qui a commencé son activité en décembre 2022, donc c'est extrêmement récent. C'est une association qui est née donc d'une contrainte, donc moi je dirais toujours d'une opportunité, parce que voilà, la contrainte. Alors l'opportunité, c'était que nous on louait des bureaux dans l'ancien mine, ici le marché international nantais. Il restait un espace qu'aujourd'hui on appelle le mine de rien. Qui est un frigo industriel ? Exactement. En fait, c'est les frigos de l'ancien marché aux fleurs. C'est-à-dire que voilà, l'île est en totale transformation, le chantier de l'hôpital prend énormément de place. Il restait un petit îlot là, qui est fermé par l'Agronaute, qui est près du quai des Antilles, et entre le quai des Antilles et, oui, c'est ça, quai des Antilles et le pont des Trois Continents. Et voilà, cet espace, donc géré par la Samoa, qui nous a fait l'amitié de nous ouvrir les espaces, de nous permettre de louer, non pas dans les frigos, mais d'abord nous les bureaux. En fait, voilà, j'interviens en tant que directrice de production, je faisais de la production audiovisuelle avec quelques camarades, et donc on découvre ces espaces derrière, de la hauteur sous plafond, l'inertie thermique, le béton stabilisé. On se dit mais c'est pas des frigos, en fait, c'est des studios stop motion, clairement. Et alors nous, il y avait quelques espaces, mais derrière il y a encore des milliers de mètres carrés, et on se rend compte que c'est potentiellement en cœur de ville et avec l'attractivité, la diversité des acteurs aussi bien créatifs et en lien avec l'économie circulaire, enfin l'économie sociale et solidaire, potentiellement le territoire le plus attractif pour pouvoir accueillir des tournages d'ampleur. Là, on parle, alors le stop motion, je ne sais pas si vous identifiez ce que c'est, mais c'est intéressant parce que c'est déjà sobre dans sa création. C'est les techniques d'animation traditionnelle image par image. Donc il peut y avoir du papier découpé, il peut y avoir du volume. Mais en tous les cas, ça existe depuis le début du cinéma. Méliès, il en faisait déjà, en fait. Alors aujourd'hui, on a à la fois un peu plus de sophistication parce qu'il y a de la machinerie qui permet de pouvoir créer du mouvement et essayer d'avoir de la fluidité. Mais on est néanmoins toujours sur cette animation, image par... Alors c'est très long. Donc il faut du temps, il faut des bons espaces pour pouvoir travailler. Et en fait, quand il y a des productions d'ampleur, elles ont besoin de se mettre en mode pop-up dans des grands hangars industriels en deuxième couronne des grandes villes. Et en fait, les conditions de travail sont absolument déplorables. On est dans un parc expo, il fait très chaud l'été, très froid l'hiver. Et c'est voilà. Et surtout, il n'y a pas cette logique de studio avec une forme de durabilité. Donc nous, là, dès le début, la possibilité de pouvoir une convention d'occupation précaire. On savait jusqu'à 2028. Là, on sait que le chantier de l'hôpital nous permettra peut-être de rester un peu plus longtemps. Donc on est là et on a un peu hacké le bâtiment. C'est-à-dire qu'on est rentré par des espaces qui étaient plutôt la partie laboratoire donc c'est pour ça que ça s'appelle le Motion Lab. C'est un laboratoire de recherche sur la réfrigération qui ressemble à un gros cabinet dentaire avec une baie vitrée. Donc ça, c'était l'espace qui nous était nécessaire parce que derrière, ce qui nous intéressait, c'était les studios. Mais on se disait que si on louait un espace sans avoir de jour, on n'aurait pas la possibilité de faire tout ce qui nous intéressait sur ce projet qui nous, dès le début, devait être intégré. C'est-à-dire, on est parti, pas de fonds, pas de moyens, juste des compétences et beaucoup d'envie. Donc là, on était en mode innovation low-tech aussi, avec une belle détermination, une vision sur le potentiel. Et en fait, ce qu'on a imaginé, parce qu'il n'y avait pas de compétences sur le stop-motion non plus à Nantes, il faut savoir que la 3D a tout balayé pendant longtemps. À la télévision et pour le jeune public, on imaginait, présupposant les goûts du public, que c'était la fluidité, le mouvement, les choses, voilà, un peu la fête foraine. Je ne dénigre pas, il y a plein de choses merveilleuses, mais néanmoins, cette vision un peu plus fragile, un peu plus arty, n'existait plus que dans le court-métrage qui pouvait aller à un moment au cinéma. Et donc il y avait des festivals, c'était des films qui avaient des vraies vies en tant qu'œuvre audiovisuelle, mais qui néanmoins
était voilà, salle de cinéma, festival, jeune public, et il y avait donc 2 sociétés de production qui ont continué à travailler sur cette esthétique et continué à vitaliser un écosystème de talents créatifs avec des gens, j'en ai parlé, ça t'a fait sourire, donc je vous le dis, en fait, ça a été une reconstitution d'un parc de compétences avec des gens qui étaient capables de pouvoir travailler sur du fer, sur du bois, enfin sur du métal, sur du bois, sur de la mousse. C'était des prothésistes dentaires en fait, qui sont venus au début dans les studios Stopmo pour pouvoir qui avaient les compétences, ouais. Voilà, pour fabriquer des marionnettes, pour pouvoir fabriquer des décors et travailler avec des matériaux composites. Et puis après, évidemment, il y a des compétences vraiment strictement audiovisuelles, direction de la photo, réalisation. Et donc voilà, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que comme ces compétences n'existaient pas, ici, qu'on pouvait actualiser les compétences de professionnels venant de champs approchants, des arts plastiques, du spectacle vivant, de l'audiovisuel aussi, c'est juste un changement d'échelle. Donc on allait travailler à faire de la formation professionnelle pour permettre à des gens de venir travailler au Motion Lab, nous constituer un modèle économique, un écosystème d'acteurs, et à travers ça, donc on est aujourd'hui là à notre 7e formation, il y a des chefs-op qui sont en train de travailler sur des plateaux de Stopmo en ce moment dans les frigos de l'ancien mine. Et donc l'idée c'est d'avoir la possibilité de leur proposer du travail, mais que le travail sur le Stopmo, pour l'instant, il n'y en a pas non plus énormément, on parle d'une toute petite niche, mais suffisamment pour qu'on puisse ouvrir, alors à de la commande aussi pour du corporate, on a envie de produire, on a envie de faire beaucoup de choses, mais aussi pour faire des interventions artistiques, des ateliers, des partenariats avec les écoles d'art sur le territoire et surtout de l'éducation aux images, pour pouvoir aussi permettre à chacun d'être technicien, artiste, parce que tout le monde est contributeur en fait, même les techniciens, il y a beaucoup d'innovation low-tech, on est toujours sur une forme de manière de travailler sur... Voilà, chacun contribue de façon créative, chacun peut être auteur, et surtout pouvoir transmettre par des formations ou par des dispositifs de co-création et de création partagée. Et le projet, et ce qui va nous ramener finalement au thème de cette séquence, c'est être le moins impactant possible sur l'environnement. Comment ça se traduit ? En fait, de façon très concrète, ce bâtiment industriel avait déjà probablement amorti son investissement carbone. Là, aujourd'hui, on est dans un aménagement à minima. En fait, on est avec des plateaux qui se déploient. On est avec la possibilité d'une rétractation-dilatation, qui est un concept qu'on a pensé avec Fabrice Berthereau, que je remercie encore parce qu'il a bien compris. De la Samoa. Ce projet avait besoin de respirer. C'est-à-dire que déjà, on travaille sur des échelles réduites et on peut démonter les plateaux, être dans la modularité à l'intérieur de notre enceinte, mais aussi, et c'est le projet de la dilatation, à un moment venir dans la cellule 104 qui fait 3000 m² et là avoir le plus beau tournage de Stopmo d'Europe. On espère qu'un jour Wes Anderson, qui a envie de venir profiter du crédit d'impôt international et peut-être des aides de la région, si celle-ci nous continue, si nous écoute, évidemment, si nous écoute, et ce prochain projet pourrait tout à fait se dérouler à Nantes puisqu'il a des conditions plus favorables que sur n'importe quel autre endroit du territoire national, mais désormais, puisque l'Angleterre n'est malheureusement plus... depuis le Brexit, les studios Hartmann qui font Wallace et Gromit font des très beaux studios aussi, mais ça sera nous le plus beau studio d'Europe. On lance le pari. Tu nous parles en quelques mots de la revalorisation des déchets dans les décors. Ça, c'est quelque chose que tu travailles aujourd'hui avec la filière locale. Tout à fait. Alors dès le début, donc c'était à la fois optimiser les espaces, comme je vous le disais, mais aussi se dire, et à travers une façon un peu différente de penser la création, je vous en ai donné un tout petit indice tout à l'heure. En fait, on veut plus être dans l'idée qu'un créateur imagine un projet, qu'une équipe de chefs déco la modélise et qu'une équipe de déco aille chercher du polystyrène pour pouvoir faire des décors dans lesquels finalement les gens vont se déroule. La question elle est beaucoup autour du décor, de se dire en fait déjà on va créer beaucoup plus avec une empreinte forte du territoire. On est vraiment très lié à la création sous contrainte, avec l'idée qu'on pourrait faire des choses ici qu'on ne ferait pas ailleurs. Donc on a déjà tout ce rapport-là organique à la matière qui n'est pas dans le cadre de tous les projets de Stopmo. On fait beaucoup avec de la pâte à modeler. Nous on a envie de travailler avec du tissu, avec de la terre, avec de l'ardoise, avec de la craie et d'avoir une approche plus plastique. Ça c'est déjà sur l'écriture. Dès le début on a une vision assez organique des choses et on pense qu'il y a de la place artistiquement pour ça et que le marché est prêt. Bon, pas tout entier, mais on imagine. Ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est que pour pouvoir faire ça, on va travailler avec notre écosystème local. Aux mines, il y a des plasticiens en chimie de feuilles, ça tombe bien. Et puis, il y a aussi, il y a aussi le champignon urbain. Il y a aussi des producteurs de champignons. Des producteurs, en fait, qui travaillent sur des produits biosourcés. Et donc, comme on veut plus nous faire du pétro-sourcé, parce que on trouve ça dégueulasse pour des questions de santé, mais aussi pour des questions environnementales, on a envie d'essayer de trouver des alternatives
alternatives à chaque endroit pour pouvoir aller chercher en premier lieu en réemploi et en second lieu en biosourcé. Et pour ça, on veut essayer de monter. Et donc voilà, je vous fais une annonce très concrète et on cherche des partenaires sur le territoire, tant sur le plan des matériaux que sur le plan de recherche, de la robustesse de la démarche design, de pouvoir trouver pour chaque besoin de création de décor une alternative en biosourcé, et avec l'idée non pas qu'on stocke la totalité de ces éléments-là en vue à un moment de développement d'un projet, mais qu'on pense une matériothèque comme un écosystème où on sait qu'en fait ce qu'on peut faire ici sur le territoire avec du mycélium ou avec des coquillages qui auraient été concassés et qui seraient retravaillés pour pouvoir faire du volume, pour pouvoir travailler des revêtements de surface, qu'on n'ait pas besoin de tout avoir ici, qu'on sache compter avec un réseau de partenaires. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est connaître le territoire, connaître les ressources et être capable de les mobiliser en ayant du temps, en amont, grâce à la préparation. Et en fait, que cette partie-là soit vraiment accompagnée et se dire qu'un studio, c'est une force vive qui permet de pouvoir justement prendre en charge cette dimension de préparation et que quand on arrive au Motion Lab, non seulement notre bilan carbone, il est faible, mais il peut même être négatif parce qu'on aura la totalité de ce qu'on aura produit qui pourra être réemployé pour de l'éducation artistique, pour de la formation professionnelle. En fait, on jette rien. Voilà. Bravo en tout cas, merci Marine pour d'avoir exposé ce beau projet. On a vu côté production et côté usage. Voilà, on va évidemment s'intéresser au côté diffusion et consommation de ces contenus produits. Quel est leur impact environnemental? Vincent Courboulet, vous allez nous parler justement d'une étude conduite par l'ADEME. Ouais, absolument. On a vu la volonté de changer le monde de l'audiovisuel et clairement, ce serait dommage de s'arrêter finalement à la porte de ce que vous faites pour basculer dans un mode de business as usual, dans une utilisation classique. Donc c'est vrai que si on veut avoir une vision globale de l'impact environnemental de l'audiovisuel, il faut aller jusqu'à sa consommation. Et l'ADEME a travaillé sur un périmètre qui est juste français, mais déjà vous allez voir les chiffres sont assez hallucinants. Alors si on les extrapole au niveau international, c'est encore plus hallucinant. Mais aujourd'hui, l'empreinte environnementale d'une partie de la consommation de l'audiovisuel, on est sur plus de 5 millions de tonnes d'équivalent de carbone. Donc tout à l'heure, j'entendais le 1 million de tonnes. Là, on est sur 5 fois plus. Donc effectivement, aujourd'hui, on n'est plus sur une fois qu'on aura bien fait les choses, on va s'intéresser à l'étape de consommation. Non, dès le début, il faut envisager cette partie du cycle de l'audiovisuel, à savoir sa consommation, comme un élément qui est évidemment fondamental. Pour vous donner une idée, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de millions de tonnes, on a du mal à se rendre compte à quoi exactement ça correspond, c'est l'équivalent de 4000 voitures, d'un parc automobile de 4000 voitures. Donc sur une année. Voilà. Donc la question c'est, est-ce qu'à un moment donné, on peut se permettre de gâcher autant de belles initiatives, autant de beaux efforts par une consommation immodérée. Souvent, en plus, c'est pas volontaire, clairement. Je pense pas qu'il y ait un jour un consommateur audiovisuel qui se dit « là, je vais faire le pire crado du truc ». Non, c'est juste que globalement, on ne sait pas. Donc on consomme, on y va, etc. Donc le rôle de tous les acteurs de l'écosystème audiovisuel, c'est bien évidemment aussi de non pas culpabiliser le consommateur de support, mais vraiment de l'informer en disant gâche pas. Voilà, on a tous envie de bien faire. Alors, je parle pas de ceux qui s'en foutent. De toute façon, je pas parler. Enfin voilà. Mais il y a plein de gens qui veulent bien faire les choses. Donc l'idée, c'est de se dire, écoutez, depuis la préparation, depuis potentiellement l'intégration dans un écosystème, depuis l'utilisation de reconditionnés, depuis une vision globale, sociale, sociétale, etc. Gâchons pas tout, continuons l'effort, allons jusqu'au bout. Et donc c'est de mieux consommer le numérique, parce que on a du mal à s'imaginer finalement que la consommation puisse avoir autant d'impact. Et il faut bien se dire que par une analyse de cycle de vie, alors c'est un truc mais hyper chiant que je vous déconseille de faire d'une manière ou d'une autre, prenez les chiffres et puis ça ira très très bien. Mais globalement, le numérique, il faut que, à partir du moment où ça a été produit, il faut qu'il soit mis quelque part pour être stocké, il faut qu'il soit diffusé sur des réseaux pour être transporté, et puis il faut qu'il soit vu sur
un support matériel quelconque. Et bien tout ça, aujourd'hui, c'est impactant. Alors, qu'est-ce qui est le plus impactant en France ? Et vraiment, je précise en France parce que c'est pas pareil à l'étranger. Mais en France aujourd'hui, ce qui est le plus impactant, c'est avec quoi est-ce qu'on va regarder les équipements. Alors vous allez me dire, qu'on regarde ou qu'on regarde pas, l'équipement, on l'a. Alors c'est les problématiques d'analyse de cycle de vie, c'est d'affecter une partie de l'empreinte carbone. Et je parle que d'empreinte carbone, mais il y a tellement d'autres indicateurs comme la consommation d'eau, la biodiversité, etc. Sur quoi je vais le regarder et quel est le taux de renouvellement finalement avec lequel je vais me rééquiper. On parlait du Black Friday, qui est une création absolument génialissime. Voilà, le fait de se dire tiens, je vais profiter du Black Friday pour me rééquiper en télé. Il y a et alors j'en sais quelque chose parce que il y a les Jeux Olympiques. Tiens, je vais prendre une télé plus grande pour mieux en profiter. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des impacts indirects qui sont presque plus importants même que la manière dont on va générer le support. Moi, j'ai travaillé avec les JO justement pour essayer de limiter l'impact carbone du numérique des JO. On a effectivement la notion de transport dans les JO oui, il y a une forte empreinte carbone sur le déplacement, la mobilité, mais honnêtement, quand on voit l'impact du numérique, on était sur 9%. Et la principale empreinte carbone, 9% global, en incluant les déplacements. On se rend compte que finalement, c'est les télés. C'est que plus on prend une télé grande, plus l'impact est important. Plus on va la regarder en mobilité, plus l'impact est important. Plus on va la regarder de façon égoïste ou individuel, c'est-à-dire moi je vais le regarder quand ça m'arrange moi parce que finalement ce qui est important c'est moi, effectivement l'impact est plus important parce qu'il est la diffusion, elle se fait pour moi, ma vie, mon œuvre. On sait très bien que les livraisons en 24 heures chrono, parce que ça m'arrange, c'est plus impactant. Tout ça, finalement, aujourd'hui, contribue à cette empreinte de l'audiovisuel qui n'est plus négligeable. On est sur 30% de l'empreinte carbone du numérique en France, c'est l'audiovisuel. On n'est vraiment pas du tout sur un petit bout de truc anecdotique. Voilà, et dans cette étude de l'ADEME, on apprend qu'aujourd'hui, sans action pour justement limiter la croissance, cette empreinte carbone pourrait augmenter de 30% d'ici 2030, c'est juste demain ? Alors oui, c'est juste demain, et tout ça, c'est dans une optique où on n'intègre pas l'intelligence artificielle. Parce que si vous intégrez l'intelligence artificielle avec un magnifique reportage d'un super youtubeur péruvien, mais que vous cliquez sur traduction automatique avec synchronisation labiale, vous allez évidemment faire exploser toute cette empreinte-là. Donc oui, 30% sur un scénario tendanciel, voilà. Mais si vous rajoutez 2, 3... Et je critique pas du tout l'accès aux youtubeurs péruviens qui peut potentiellement être juste génialissime, ouvrir les chakras, sensibiliser, provoquer un choc, sensibiliser à une nouvelle culture. Je dis pas du tout le contraire. Mais effectivement, après, on parle des effets rebonds sur tiens, le Pérou, ça a l'air bien pour ma prochaine destination vacances, quoi. Bon, Vincent, l'objectif, c'est aussi de se projeter. C'est l'objectif de la journée, justement, quel est l'audiovisuel de demain. Comment on fait pour, justement, limiter donc, notre empreinte environnementale dans nos usages ? Je suis très content parce que la plupart des choses ont été dites déjà. La première des choses, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a de l'impact, où est le problème, pourquoi est-ce que l'eau est un problème, pourquoi est-ce que la biodive, pourquoi tout ça c'est un problème. Donc comprendre déjà, j'ai beaucoup apprécié le comprendre là. Après il y a la mesure. Toutes ces études de l'ADEME, évidemment, à un moment donné, est-ce que ça vaut la peine que je m'y intéresse ? Voilà. On fait tous nos choix. Est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que je considère que dans ma vie, ce combat est plus à mener que celui de l'alimentation en parallèle, etc. Donc il faut à un moment donné avoir des indicateurs pour faire des choix et arrêter le fameux « non mais moi j'ai fait le job, j'arrête d'envoyer des mails ». Voilà. Mais voilà, on est là-dessus. Et puis derrière, après, il y a effectivement cette notion de décision et d'action. Et là encore, pour le numérique, il n'y a pas de magie. On est sur les mêmes choses que ce qu'on a déjà entendu. Tout à l'heure, vous parliez de réutilisation. Et voilà, on garde et on réutilise. On arrête de se suréquiper à partir du moment où on sait que le principal impact, c'est l'équipement. Tout ce qui est consommation égoïste,
pardon, c'est une valeur morale, mais voilà, la consommation individuelle. Voilà, consommation individuelle, c'est plus impactant qu'une consommation collective. Quand je consomme un streaming qui nécessite systématiquement des requêtes pour aller chercher, eh ben c'est plus impactant que de télécharger votre épisode de podcast absolument génial une seule fois et puis l'écouter en mobilité. Donc tout ça, c'est des petits gestes qu'aujourd'hui on peut à la fois facilement comprendre et puis surtout facilement transposer de tout un écosystème de alimentation. Alimentation, habillement, déplacement, mobilité. Les mêmes gestes produisent les mêmes effets, les mêmes éco-gestes produisent les mêmes gains. Donc on est effectivement après dans l'éco-conception du produit lui-même, on est dans des nouveaux moyens de compresser l'info aussi. On n'est pas obligé d'avoir des énormissimes quantités de données à transférer. On peut les compresser plus intelligemment. On peut les transmettre plus intelligemment avec des réseaux plus sobres. Ben voilà. Merci Vincent, en tout cas de toutes ces pistes et ces actions finalement qu'on peut mettre en place dès demain. J'imagine que ça vous fait réagir. J'imagine peut-être que vous avez peut-être envie de poser des questions. N'hésitez pas, je vous tends le micro, je vole vers vous si c'est le cas. Est-ce que ça vous embête de vous rapprocher ? Bonjour. Deux questions plutôt sur... Vous avez beaucoup parlé des contenants, de comment on fabriquait, de l'impact de la production. Vous n'avez pas parlé des contenus, de ce qui était montré. Et qu'est-ce qu'il y a comme questionnement, qu'est-ce qu'il y a comme incitation sur ces questions-là ? Le message qu'on passe, il a aussi un rôle sur le côté responsable de la filière audiovisuelle. Et un peu le parallèle... Pour le dire vite, les petits gestes, c'est sympa, mais c'est pas ça qui va changer le système. À quel point ça doit venir d'en haut, ça doit être décidé par des normes, des règles, etc., avec tout ce qu'on peut mettre derrière, ou à quel point c'est juste le consommateur qui tout seul doit savoir qu'il ne doit pas faire du Netflix en cliquant, mais je veux dire, le truc, il est là, il est facile, il est accessible, à quel point ça ne doit pas être réglementé autrement que juste en faisant appel aux questions individuelles, enfin, au comportement individuel. Ok. Donc Première question. Ouais, je me permets de prendre le micro si tu veux compléter. Donc ça, c'est sur l'enquête, on a eu de grands débats. C'est pour ça que parfois les entretiens prenaient 4 heures au lieu de 2 heures, parce que il y avait aussi dans le référentiel, il y a la partie éditoriale, c'est-à-dire le scénario. Et évidemment, là, même les plus engagés dans la démarche d'éco-production avait parfois un propos très libéral sur justement le quoi raconter, et pas seulement très sobre sur le comment produire, mais le quoi raconter laissé justement à la liberté de création. Donc là, on avait vraiment des débats presque philosophiques sur ces questions, liberté de création, la création sous contrainte, etc. Alors, ce qu'on a repéré, parce que c'est exactement notre plateau est intéressant parce que justement on couvre, on est sur un continuum, et c'est vrai que l'interface production-consommation, c'est qu'est-ce qu'on regarde, voilà. Et c'est pas tellement comment on l'a produit, mais sur quoi on le regarde et comment c'est fabriqué, mais voilà, qu'est-ce qu'on regarde. Et c'est vrai que ce segment est un peu un point aveugle pour l'instant, parce que en effet, on peut tout à fait bien produire des films qui disent tout l'inverse, proposent tout l'inverse, montrent tout un univers de consommation, etc., etc. Et ici, donc, c'est d'autres acteurs qui sont plutôt les équipes artistiques qui vont intervenir, qui vont être aussi les producteurs, qui peuvent relire les scénarios. Donc, il y a par exemple, Canal+ a mis en place une lecture environnementale des scénarios. Et il ne s'agit pas tellement d'intervenir sur qu'est-ce qu'on va raconter, mais sur finalement, est-ce qu'on va tourner toutes les images ? Est-ce que, par exemple, il y a des aberrations écologiques de type cliché de mise en scène, mouiller les trottoirs pour qu'il y ait des effets de lumière ? Est-ce qu'on continue, quand il fait 40 degrés, à mouiller les trottoirs quand on est en train de tourner en pleine canicule ? Est-ce qu'on continue à tourner des films la nuit, par exemple, sous la neige ? Ça, c'est l'aberration écologique par excellence. Quand c'est un scénario, une relecture environnementale, c'est extérieur, nuit, il neige. Là, on sait que ça va être assez impactant. Donc en fait, ce qui se passe pour l'instant, c'est d'agir sur
certaines aberrations écologiques, revenir sur certains clichés de mise en scène, ne pas, par exemple, produire tous les raccords mouvements par de la voiture. On peut toujours faire un raccord mouvement à pied, par exemple. Donc ça se joue plutôt sur des effets de mise en scène, des clichés de mise en scène qui sont revisités et sans impacter forcément le diégétique. Et donc moi je dis, c'est souvent le profilmique, c'est-à-dire avec quoi on tourne, avec quoi on réalise, avec quoi on crée un monde imaginaire. C'est aussi là qu'on peut intervenir, parce que finalement, on réalise un monde imaginaire à partir de choses matérielles. Et donc, il y a tout ce profilmique qui est un levier d'action et qui est souvent raconté par les éco-référents, parce que parfois, ils substituent de la viande à la salade, ils enlèvent les bouteilles de plastique, enfin voilà, ils essayent d'intervenir sur qu'est-ce qu'on montre à l'écran, parce que c'est aussi un des ressorts des imaginaires que de regarder des mondes, et avec quoi ces mondes sont faits, indépendamment de qu'est-ce qu'on me raconte dans ce monde, vous voyez. Je ne sais pas si je suis claire. Ouais. Mais donc, si c'est tout à fait clair. Bon, merci Laurence, en tout cas. Sur la deuxième question, on va donner la parole à Vincent sur ces actions de sobriété individuelles, sont-elles suffisantes finalement? Alors la réponse est non. Voilà. Mais vous le savez, je le sais, tout le monde le sait, mais c'est pas parce qu'elles sont insuffisantes qu'elles doivent pas être faites. Ça, c'est une évidence. Et ce que vous décrivez, c'est typiquement ce qu'on appelle le triangle de l'inaction. C'est-à-dire, je fais rien tant que l'État fait rien tant que les organisations font rien, les organisations font rien tant que les citoyens ne le demandent pas. So what? Oui, mais justement, j'ai pas dit que rien n'est fait. Je dis que si on attend toujours que l'autre fasse, on ne fera rien. Aujourd'hui, tous les acteurs sont en train de prendre leurs responsabilités à une échelle qui, au vu des enjeux, sont sûrement pas assez importantes, mais tout a déjà été commencé. Tu as tout à fait raison quand tu parles par exemple de l'indice de réparabilité. Aujourd'hui, ADEME a un énorme programme sur le numérique avec la notion d'alt impact. Les citoyens sont sensibilisés de plus en plus. On a été sensibilisés au travers du confinement à réduire les débits. Il y a de plus en plus d'informations qui passent et vous l'avez sur ce plateau, il y a des tas d'acteurs, pas étatiques, mais des organisations qui prennent leurs propres responsabilités. Le monde est en train de changer, sûrement pas assez vite par rapport aux enjeux, mais le monde est en train de changer. Donc il faut juste continuer à faire sa part, challenger les deux autres triangles de l'inaction de façon systématique, et puis on va arriver, j'en sais rien, mais enfin, en tous les cas, on va faire changer le monde. Ouais, rapidement, on va prendre deux questions et puis après, on va projeter le film. Je reprendrai juste sur cette question des imaginaires, sur les contenus. J'ai la sensation que dans le secteur de l'animation, et notamment de l'animation d'auteur, il y a une prise collective de conscience du rôle en termes de fabrication des imaginaires et donc de capacité à se projeter sur des mondes avec des futurs désirables, je ne sais pas, mais en tout cas s'adressant parfois à des publics jeunes, avec l'idée en plus d'une recommandation intrafamiliale, il y a quelque chose qui se passe autour de la construction. Voilà, en ce moment au cinéma, il y a Flow, qui est un film que je vous invite à aller voir, qui raconte dans un futur assez dystopique, puisqu'on parle finalement d'une montée des eaux et d'une catastrophe mondiale, la vie d'un chat qui amène peut-être à se projeter aussi sur une autre manière de définir la résilience. Et après pointer, puisque ça rentre en écho avec ce que j'indiquais tout à l'heure, il y a un très beau film en ce moment sur la déforestation à Bornéo, un film qui s'appelle Sauvage, qui a été réalisé par Claude Barras, qui avait également fait Ma vie de courgette. Ce film invite à se projeter aussi sur la capacité qu'on a tous et chacun de pouvoir agir. Alors on utilise les réseaux sociaux dans ce film pour pouvoir lutter contre la déforestation, c'est intéressant et contradictoire. Et il y a d'autres contradictions aussi dans le film, qui est qu'il représente la biodiversité en étant plutôt avec des produits de plasticine et pas assez, à mon sens, de matériaux en tout cas biosourcés. Voilà. Merci Marine. On prend deux questions. Oui, bonjour. Je ne sais pas si ça a été évoqué tout à l'heure, parce que j'ai dû m'absenter 10 minutes. Je suis désolé. Mais en fait, est-ce qu'il est possible de mesurer finalement l'impact social de certains tournages sur certains sites, notamment, je pense à des sites très protégés, notamment historiques. On prenait l'exemple par exemple du tournage de Game of Thrones sur la ville de Dubrovnik, de Emily in Paris sur certains quartiers de Paris, où en fait il y a un véritable impact social aujourd'hui de certains tournages. On a l'impression que certaines boîtes de prod s'affranchissent peut-être un peu de cette réflexion-là. Ils se disent c'est dans la boîte, c'est tourné, mais on réfléchit pas forcément à l'impact que ça peut avoir par la suite, et notamment au phénomène amplifié avec les réseaux sociaux de manière secondaire.
Maryse en a parlé tout à l'heure un petit peu. Oui. Alors, ce dont je peux témoigner, mais c'est quand même une lucarne vis-à-vis de votre question, puisque c'est l'enjeu d'impact indirect et donc de mobilisation des spectateurs et des spectatrices. Il va peut-être les amener à se déplacer, à venir découvrir des lieux, avec tout l'impact positif que ça peut avoir pour le développement du territoire. Et ce qui est très appelé par les régions, par les départements, quand ils financent par exemple des tournages, et c'était la table ronde première de ce matin. Le regard qui est complémentaire, et qui n'est pas le seul, c'est d'essayer de calculer, et c'est fait aujourd'hui par certains par les parcs naturels nationaux, par exemple, qui aujourd'hui ont très bien compris l'impact indirect que peuvent avoir les contenus d'influence, des influenceurs, mais aussi du cinéma, de l'audiovisuel, lorsqu'ils pointent des zones géographiques. Alors avec toute le fait que je ne réponds qu'à une partie de votre question, je peux témoigner qu'en effet, il est aujourd'hui identifié l'impact que peuvent avoir l'impact indirect de ces productions sur des milieux naturels. Et ça donne, par exemple, à certaines zones protégées des réactions qui sont, par exemple, d'empêcher des tournages aujourd'hui, ou de créer de la communication dite négative. Par exemple, aujourd'hui, le parc naturel des Calanques, qui est l'un des parcs nationaux en France, demande aux productions qu'elles montrent des zones surfréquentées. Et arrêter de montrer la jolie calanque vidée avec la mer, le ressac. Et aujourd'hui, donc, les productions sont amenées à mettre dans leurs films des calanques, en fait, bondées, pleines de monde, pour en fait décourager les personnes à venir. Alors c'est un peu punitif, hein, mais voilà, ça existe. Néanmoins, ça existe. Et par exemple, il y a notamment dans certains documentaires en fiction, je sais pas, mais il y a des autorisations qui ne sont plus délivrées, ou alors on demande carrément d'enlever certaines images pour ne pas donner à voir où est-ce que le film a été tourné. Voilà. Mais je réponds qu'à une partie. Oui, dernière question, mais on pourra en continuer à en discuter après parce que je sais qu'on est pressé par le temps, mais c'est juste une question, c'est pour Laurence et Vincent. En quelques mots, vous êtes chercheur, vous avez travaillé, vous Laurence, avec un collectif de producteurs et vous Vincent avec l'ADEME. Est-ce que vous voyez en quelques mots ce qu'apporte le fait d'être chercheur dans cette posture de co-construire des méthodes certainement d'enquête, de porter attention à des choses auxquelles peut-être d'autres n'auraient pas pensé attention. Je pense peut-être justement à la dimension sociale dont vous avez parlé, Laurence, de ces questions. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres pistes comme ça où vous voyez en quoi votre formation a apporté quelque chose à cette collaboration ? Donc oui, on a pas mal réfléchi aussi avec Laurent Creton à cette question, puisqu'on a été amené à discuter de notre travail lors d'un colloque justement qui réunissait des chercheurs qui ont travaillé avec des communautés engagées. Voilà. Et donc là, on a une communauté engagée qui est ce collectif de producteurs, etc. Et donc notre idée, c'était on accompagne donc une démarche d'expérimentation d'enquête. Donc c'est une enquête sur l'enquête. Et finalement, on propose au sein de l'espace académique un safe space en fait, où on peut parler des violences de genre, on peut Et donc pour les professionnels, l'université peut être justement cet espace accueillant de mise en débat, de mise en question, hors de leur milieu professionnel, concurrentiel, etc. Mais dans un deuxième temps, on doit aussi, en tant que chercheur, reprendre d'une certaine façon, réoccuper cet espace universitaire et faire en sorte que l'université soit aussi un safe space pour nous chercheurs, c'est-à-dire qu'on puisse développer tout un ensemble de questions qui ne sont pas forcément bonnes à poser ou des hypothèses, des recommandations qui peut-être pourraient ne pas être totalement faire l'unanimité, le consensus dans le milieu professionnel. Donc c'est vraiment justement un jeu où on accueille une parole et que à la fin, on doit aussi pouvoir se donner la parole, mais sans
justement ventriloquer les acteurs, puisqu'on a écouté tous les acteurs, et donc on rend compte de cette enquête. Mais on en rend compte aussi justement dans ces impasses, les questions même que se posent les acteurs, ils n'ont pas forcément les réponses, et nous on va justement montrer que ce sont aussi des questions qui restent ouvertes pour les acteurs et dont on cherche aujourd'hui peut-être à développer des réponses par d'autres enquêtes. Donc une enquête toujours ouverte. Donc c'est un double mouvement Safe Space pour les professionnels et Safe Space pour les professionnels de l'université, que nous sommes aussi. Ouais, je plus sois tout à fait tout ce qui a été dit. Effectivement, on doit et on peut jouer ce rôle de tiers de confiance quand on a un partenaire étatique ou un partenaire territorial ou etc. Finalement, ce qui est une valeur ajoutée, c'est ce côté tiers de confiance de finalement on n'a rien à gagner à vous dire ce qu'on va vous dire, quoi. Donc ça, c'est déjà, enfin tout le monde le sait et c'est déjà important. Par contre, je voulais juste éclairer quelque chose qui est quand même en train de se développer, c'est le fait que de plus en plus de chercheurs finalement s'engagent. Et c'est de plus en plus difficile pour un chercheur d'être neutre, parce que finalement la neutralité, ça veut plus dire grand-chose. Et aujourd'hui, on assiste à des mouvements, Scientist Rebellion ou des trucs comme ça, dans lesquels aujourd'hui on nous demande, voire même on s'impose au vu des enjeux planétaires, à un moment donné, d'aussi avoir des valeurs et de potentiellement même avoir une recherche ou une pédagogie qui est alignée avec ces valeurs-là. Et peut-être que ce qui était vrai un temps, ce côté vraiment tiers de confiance, neutralité, méthodologie, critères, je déroule et puis j'arrive sur 14,553. Voilà. Et bien aujourd'hui, c'est de plus en plus challengé par la réalité de la société qui fait qu'à un moment donné, on a aussi envie de s'engager, de porter une parole de façon la plus légitime possible. J'ai pas dit on va se mettre à raconter n'importe quoi, mais à un moment donné, on va aussi s'aligner nous-mêmes par rapport à nos valeurs, par rapport à ce que l'on pense. Il y a des écoles de pensée en droit, il y a des écoles de pensée en économie. Et il y a peut-être de plus en plus d'écoles de pensée dans le numérique ou dans d'autres secteurs. Et c'est vraiment intéressant et ça enrichit en tous les cas notre métier. C'est un peu ce qu'on appelle les épistémologies des savoirs situés, c'est-à-dire on se positionne dans une perspective disciplinaire, méthodologique, et on l'assume au lieu de la neutraliser sous ce mythe du témoin modeste. Voilà. Donc c'est aussi une réflexion épistémologique qui est en jeu dans toutes ces enquêtes. Merci infiniment à tous les quatre. On peut les applaudir. Voilà, bravo, merci.